Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight. No questions about it. A stunner from Fabio. Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de C'est qui en pôle aujourd'hui. C'est le numéro 187 et on va vous parler du 4e Grand Prix de la saison, le GP du Qatar qui s'est déroulé sur le circuit de Losail le week-end dernier. Et pour cet épisode, je suis accompagné de Thibaut et Pierre. Salut les gars, comment ça va ? Salut, écoute, très bien, encore un bon week-end de course. Ouais, on a vu des très très belles courses ce week-end. Pierre doit être aux anges encore une fois. Ouais, salut tout le monde, super content, encore des victoires chez les Rouges. Toujours champion du monde ou pas ? Toujours champion du monde. Merci. Parmi les petites news à vous annoncer, il n'y en a pas grand-chose, il y en a juste une, mais qui a son importance, c'est le GP de France qui est confirmé jusqu'en 2031, donc au moins. C'est une bonne nouvelle pour nous évidemment. On n'entendait pas moins, on va pas se mentir, c'est pas une très grosse info, mais c'est pas mal. Encore 6 ans du coup sur le circuit du Mans au minimum. Ouais, donc voilà un petit commentaire. Ouais, moi je pense que ça va durer encore pas mal d'années. Ouais. Maintenant 2031, il pourrait déjà mettre 2035, 2040, c'est un des grands prix les plus suivis de la saison. Enfin, c'est clair. Quand on veut avoir des places, là ça a été mis en vente courant octobre. Au bout d'une heure, il y avait déjà plus de place en tribune. Donc logique. Exactement. C'est clair que pour la Dorna, c'est un GP important évidemment. Pierre, tu veux ajouter quelque chose ? Non, juste que je sais pas comment ils vont faire parce que il va falloir pousser les murs. Ça devient compliqué niveau tribune, vous l'avez dit, et ou alors il va falloir restreindre les accès libres aussi. Enfin les accès libres, les placements libres, parce que effectivement, on commence à y avoir beaucoup de monde, et même en termes de sécurité sur l'événement, le dimanche, je sais pas si on peut faire mieux. Sans aucun doute. C'est vrai que les petites traditions camping bleu commencent peut-être à prendre trop de poids finalement. On va passer au Moto 3 du coup si vous le voulez bien, avec pas mal d'infos importantes. Matteo Bertellet qui est absent, qui a subi des fractures du tibia droit et de l'humérus gauche dans une chute à l'entraînement. Noah Detwiller fait son retour, déclaré apte. Massimo Quiles s'est cassé le pouce à l'entraînement, mais n'a été diagnostiqué qu'une fois au Qatar et ne sera pas présent pour la course. Il est remplacé par Joel Esteban. Et enfin Adrian Cruces chute en FP1 et se fracture le pied gauche. Lui qui remplace déjà Marcos Huarte pour le Team MLAV ne sera pas remplacé pour le reste du week-end. En qualif, en Q1 passe en Q2 Almanza Fernandez, Buchanan et Nepa, et en Q2 la pole c'est pour Yamanaka, sa première en carrière. Kelso est 2e, Rueda 3e, Rossi 4e. Long lap pour Adrian Fernandez et Alvaro Carpe à la suite des actions pendant les essais. En course, c'est Piqueras qui rafle la mise de très peu sur Furusato pour 9 millièmes. Yamanaka complète le podium, suivi de Kelso, Rossi, Munoz, Lunetta, Nepa, Carraro. Je vais peut-être signaler... non, c'est tout. De toute façon, on va évidemment faire le tour par la suite. Au classement, au championnat, on a Piqueras qui est toujours qui prend la tête avec 67 points, avec un petit point d'avance sur Rueda, et Kelso complète le podium provisoire de ce championnat Moto 3. Messieurs, je commence par qui ? Peut-être toi Pierre, est-ce que tu as vu la course ? Bien sûr, j'ai vu la course. Quelle course on l'a souvent dit pour le Moto 3, c'était pas toujours le cas l'année dernière avec la domination d'Alonso notamment. Et quelle course, il faut regarder ça. Il faut savoir que si vous regardez juste le récapitulatif, les highlights de la course, déjà le résumé fait la moitié de la course fait 20 minutes. Donc c'est pour vous dire ce qui s'est passé des choses. Non, vraiment un peu dégoûté pour Furusato qui fait excellent 2 derniers tours. Et il se fait voler la victoire par Piqueras, qui ne l'a pas réellement volé bien sûr, mais vraiment sur la ligne, et ça a été très dur pour lui qui attend toujours sa première victoire. Mais j'ai apprécié aussi le fait qu'il y ait 2 Japonais sur le podium. Je sais pas si on a une stat par rapport à ça, mais ça faisait... Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir vu 2 Japonais sur un podium. Déjà, un, c'est plutôt rare, mais alors 2 d'un coup, c'est encore plus rare.
effectivement. Ouais, en moto 3, comme ça, je sais pas si on a déjà eu de japonais sur le podium, hein. Parce que c'est vrai que les japonais, comme depuis une dizaine d'années, on en a quand même beaucoup moins. Donc ouais, c'est vrai que peut-être une stat intéressante. Il n'y a pas eu un Sasaki Suzuki il y a 4 ou 5 ans peut-être. Ouais, bah après Suzuki c'est comme Yamanaka quoi, les mecs sont là pendant des années mais ils n'ont pas fait tant de podiums que ça, donc ouais. Mais oui, pour peut-être, mais en tout cas oui, ça doit quand même être assez rare. Maintenant ouais, non, la belle course se termine, Piqueras il gagne pour 9 millièmes, c'est quand même rien. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, à vraiment l'entrée du dernier virage, on ne savait pas qui pouvait gagner, parce que des fois, on sait que le pilote qui rentre en tête dans le dernier virage, il va se faire avoir sur la ligne. Et là, en fait, jusqu'à la fin, que ce soit Furusato, Yamanaka ou Piqueras, voire même Kelso, ils ont pu croire tous les 4 à la victoire. Absolument. Munoz marque des points, oui. Enfin. Ouais. Après non, ce qu'il faut noter surtout, c'est Rueda qui casse à l'entrée, à l'entame du dernier tour dans la ligne droite. Alors il avait déjà perdu un peu de temps sur les deux derniers virages précédents, donc je pense que la moto commençait déjà à tout sauter et malheureusement pour lui, cassé vraiment au dernier tour. Il perd à minima 13 points. Enfin c'est dommage pour lui quand même pour le championnat parce que il se battait à nouveau pour la victoire, à nouveau pour un podium. Et voilà, c'est dommage. Là, en plus, il perd la tête du championnat. Oui. Avec cet abandon. Pour un petit point, ça joue pas grand chose. C'est très serré encore. Après, je pense que oui, c'est dommage parce qu'il avait forcément un podium dans les pattes, à mon avis. Mais ça relance un peu le championnat. Il sait que c'est pas lui, c'est son matériel qui lui a fait défaut. Il va revenir. Il n'y a pas de raison que ça l'affecte sur son mental. Il va bien rouler des RRS, je pense, et aller se battre pour acquérir ce titre qu'il attend depuis 2 ans maintenant. Donc voilà, Munoz quand même, je remarque qu'il a fait deux contacts avec deux pilotes différents en début de course et qu'il s'est pris un warning sur son tableau de bord. Attention à ta conduite parce que sinon tu vas être sanctionné. Et il s'est un peu repris. Il a arrêté de faire des bêtises. C'est Munoz, ça c'est normal. Ouais. C'est le jour où il ne fera rien qu'on se posera des questions. C'est clair. Ce sera plus lui sur la moto, et ce sera quelqu'un d'autre. Et on peut aussi noter la chute de Demis Foggia, malheureusement, un peu tout seul en course, alors qu'il avait des belles choses aussi à proposer depuis le début du week-end. Ouais, compliqué pour Foggia aussi. Mais bon, c'est que le tout début de la saison, encore une fois, vous vouliez parler de qui d'autre pour ce Moto 3 ? Rossi, peut-être ? Non. Il a fait son top 5 annuel. Maintenant, voilà. C'est bon. À l'année prochaine. Ça. Voilà, à s'il est encore là. Sujet suivant, Pierre. Ouais, je voulais parler de Richie Moodley. Donc, c'est sa 4e course dans la catégorie. Là, c'était sur un circuit qu'il connaît pas. C'est la 3e fois qu'il prend des points. Alors oui, il est pas au niveau d'un Carpe ou d'un Quiles en termes de championnat de rookie cette année, mais j'aime bien ce qu'il propose pour l'instant. Il part souvent loin, souvent il fait des qualifs à 20e, 21e, 22e, mais le fait qu'il termine 3 fois sur 4 là dans les points sur 4 courses, il reste sur ses roues, il fait pas de dinguerie, donc j'espère qu'il va continuer à progresser, mon petit chouchou. Je suis un peu d'accord avec toi et aussi sur son coéquipier Buchanan ou même Perron et chez Tech 3. Les 3, ce n'étaient pas 3 pilotes vraiment qu'on attendait par rapport à leur passé en junior GP. Et en fait, ils sont quand même souvent aux alentours de la 15e place. Donc quand même, c'est bien. Enfin, c'est pour des rookies, ils sont quand même pas trop mal. On se souvient qu'on désespérait de voir Lorenzo Felon accrocher des points. C'est ça. Dans la catégorie. Donc oui, c'est pas si simple. Oui, c'est bien ce qu'ils font. Après aussi peut-être parler, on en a parlé tout à l'heure dans les news avec Matteo Bertellier, donc qui s'est cassé le tibia, et là on a appris le lendemain du Grand Prix, là le lundi, que Bertellier il semble avoir eu quand même des problèmes, des complications à l'hôpital. Donc son équipe a communiqué qu'il était dans un état stable, que la famille communiquerait, l'équipe communiquerait sur demande de la famille. Donc on espère vraiment que ce soit pas quelque chose de trop grave, parce que c'est quand même jamais bon signe quand l'équipe explique qu'un pilote est dans un état stable mais qu'il est hospitalisé, qu'il a eu des complications et qu'il faut respecter la famille et ne pas communiquer dessus. Donc
Donc ouais, j'espère vraiment que ça va aller pour lui. Ouais, c'est sûr que je te rejoins. Ça m'a aussi un peu dérangé la communication. Donc on sait il a eu des fractures, qu'il a été emmené à l'hôpital. 4 jours après, on a ce communiqué qui dit on n'a pas de nouvelles, on n'en partagera pas tant que la famille ne veut pas, qu'il est juste dans un état stable, ils disent pas s'il est conscient, etc. Donc c'est vrai que le communiqué fait qu'on se pose plus de questions que si on l'avait pas eu, j'ai envie de dire. Bah oui, parce que bon, au départ on nous annonce une fracture d'un tibia, donc c'est quand même ouais. Très bien, j'ai pas d'avis là-dessus, donc on va passer au Moto 2 si vous le voulez bien. Vous aviez quelque chose à ajouter peut-être sur la Moto 3 ? Il y a tellement de choses à dire en MotoGP que j'essaie de passer rapidement pour... Regardez la course, ouais. Franchement, ouais. C'est la vraie course de Moto 3 comme on les aime, exactement. En Moto 2, donc, il y a un retour, c'est celui de Sergio Garcia, enfin, et puis Darin Binder qui est déclaré apte. En qualif, on a Ajus, Salach, Morera et Vietti qui se qualifient pour la Q2, et puis c'est Gonzalez qui signe la pole, suivi de Dixon, Canet et Arenas. J'ai particulièrement aimé cette course Moto 2, mais vous allez tout de suite savoir pourquoi. C'est Canet qui remporte cette course, suivi de près par Denis Onju, et oui, Gonzalez complète le podium, Olgado est 4ème, Morera 5ème, à noter Vietti 7ème, ce qui est pas trop mal, hein, coucou Ophélie. Et au classement du championnat, Canet est toujours en tête avec 71 points, suivi par Gonzalez avec 10 points de retard, et Dixon complète le podium provisoire de ce championnat avec 59 points. Canet était quand même au-dessus de la mêlée pour cette course, même si il y a eu peut-être un petit peu de bagarre au début. Au final, à la fin, c'est lui qui gagne, quoi. C'était quand même impressionnant. Ouais, c'est impressionnant, d'autant plus que, les qualifs, il était pas hyper bien... il part 3ème, mais rapidement, il se passe un problème en course. Ouais, il foire complètement son départ. Ouais. Enfin, dès le départ, il cabre un peu, il part un peu en wheeling, il se retrouve, après le premier virage, je pense qu'il doit être aux alentours de la 14e, 15e place. Et derrière, en fait, après, il nous fait une remontée... Après, il nous fait pas non plus un premier tour exceptionnel où il gagne 10 places en un tour, mais voilà, il remonte tout le monde jusqu'à prendre la tête, et en fait, même à 6-7 tours de l'arrivée, on se dit allez, de toute façon, il va gagner la course. Effectivement, il était très très solide, très régulier, et c'était le plus fort tout simplement sur cette course. Ouais, à noter qu'Onju, mon chouchou, fait quand même une petite erreur qui permet à Canet de passer devant. Si je suis pas de mauvaise foi, je dirais que à la fin, on n'avait pas trop de doute sur le résultat final quand même. Canet devant Onju en Moto 2, le résultat était attendu quand même. Non, mais c'est vrai qu'Onju, il a fait une très belle course. Après, voilà, il avait pas ce qu'il fallait pour l'emmener au bout, et qu'il ait fait cette erreur, de toute façon, non, je pense que Canet aurait trouvé un moyen de le passer, mais c'était une course plus que sérieuse de sa part, et on en redemande. Ouais, absolument. Ouais, ce qui est bien pour Onju, c'est qu'il a joué devant, en fait, tout le week-end, enfin toute la course, il était devant d'entrée, et donc ça lui permet derrière d'être sur le podium, parce qu'on a l'habitude aussi de le voir partir souvent plus loin. Il a quand même plus de mal après à remonter, enfin il est englué un peu dans le paquet, que là on voit quand il est devant, il peut jouer les podiums facilement. Ouais, même pour rester sur Onju, même sur la qualif que j'avais pas regardé en live, mais j'avais vu les résultats de la qualif, j'avais vu déjà Onju en Q2, je me suis dit sympa, et en plus 7ème sur la grille de mémoire, j'avais trouvé ça super intéressant, donc ça a confirmé en course, et c'est vraiment chouette, mais je suis pas du tout objectif. Non, mais c'est là, quand tu dis Onju en Q2, c'est déjà bien. C'est-à-dire qu'en temps normal, le mec, il se retrouve 20ème. Ouais, exactement, là, ouais. Non, c'était quand même un bon résultat. Olgado, il finit 4ème, il est aussi 4ème du championnat. Est-ce qu'il va falloir se réveiller un petit peu pour lui, ou je suis un peu trop sévère ? Non, c'est quand même pas mal du tout. Maintenant, il est surtout très régulier. Ouais. Lui, il fait pas d'erreur. Là, il termine 4ème parce que derrière, d'autres favoris, on va dire, ont été moins bons, sauf que lui, il est tout le temps, il est régulier depuis le début de saison, et il progresse, toujours dans le top 10. Après, on dit 4ème du championnat, Dixon est 3ème avec 59 points, Olgado est 4ème avec 36 points. Donc il y a déjà un gros gap. Ensuite, il y a des Ramirez, Baltus qui sont 2-3 points derrière Olgado, donc... Ouais, il y a déjà un trio de test au classement général qui se détache, Canet, Gonzalez, Dixon.
C'est pas dit que ça reste comme ça toute la saison, mais là on voit déjà les 3 hommes forts du début du championnat. Oui, parce que des Holgado, Ramirez, Baltus qui sont 4e, 5e, 6e, ouais, on comptait quand même pas trop sur eux dans le top 6 après 4 courses. Hein. Donc ouais, c'est vraiment on a les 3 premiers qui sont devant et le titre devrait quand même se jouer entre eux, sauf si des Arbolino, des Alonso Lopez ou des Vietti se réveillent vraiment, mais bon, j'ai un peu plus de mal à y croire. Un petit mot sur Baltus qui lui devrait rouler toujours au Qatar au final, hein, parce que il nous fait 5e et il avait fait podium l'an dernier. Ouais, il avait fait un seul podium l'an dernier au début de saison, on s'était dit waouh, peut-être que c'est la surprise de l'année. Bon, après on l'avait plus revu. Et cette année, bon on l'a pas spécialement, enfin il était moyen, on va dire, à l'entour de la 10e place et là 5e, donc bon, tant mieux pour lui. Absolument. Un petit dernier mot sur cette course Moto 2, messieurs. La course était sympa à voir. Encore une fois, on était gâtés ce week-end. Juste un petit mot plutôt sur le début de championnat de Joe Roberts. Ouais. On se rappelle quand Trackhouse est arrivé en 2024 en MotoGP. Donc ils sont arrivés, ils ont repris l'équipe existante RNF avec les contrats des pilotes existants, donc ils ont rien recruté. Et l'année dernière se posait la question des pilotes pour cette année, et Joe Roberts était pressenti dans le sens c'était le meilleur américain en Moto 2 et c'était un team américain en MotoGP. Et en fait ils ont choisi Ayogura, enfin David Ebrivio a choisi Ayogura, et là on voit Joe Roberts avec 1 point après 4 courses, 25e du championnat. Je comprends pas en fait où il est passé ce garçon cette année. Ouais, c'est dur. Ah ouais, il est perdu complet. Et là, il marque son premier point. Bon ouais, ok, il termine 15e, c'est bien. Mais tout à l'heure, on parlait là de Donshu qui souvent se retrouve 20e au qualif. Mais Robert, c'est pareil. Il passe pas une seule fois en fait en Q2. Il part toujours entre la 24e, enfin entre la 20e, 24e place quoi. Donc c'est fou comme un pilote comme ça en quelques temps, il peut passer de victorieux des podiums à un peu anonyme. Et en parlant de Roberts, on peut aussi parler de Sergio Garcia. Alors lui, ok, il revient de blessure sa première course, et en fait, il termine dernier de la course, enfin, quasiment dernier. Là, bon, il est 19e, mais en qualif, c'était très mal. Enfin, ouais, je pense qu'il va galérer, quoi. En fait, il va nous faire comme la fin de saison dernière, comme c'est parti. Et lui aussi, c'est fou, hein. Mais le team aussi est nouveau dans la catégorie, non? MSI, MTL Met. Non, c'est l'équipe d'Ogura. Ogura était champion l'an dernier. C'est la même équipe. Ah oui, pardon. Non, c'est Garcia, ouais. Bon, il revient de blessure, hein, sa première course. Ouais, voilà. On verra à Jerez au Mans, mais c'est vrai que là, en fait, lui, il a déjà, c'est un peu comme Roberts, quoi. Son championnat est déjà foutu. Ouais, t'es peut-être un peu dur. Il sera pas champion du monde, quoi. Non, il sera pas champion du monde. Voilà. On peut la dire qu'il est foutu le championnat pour lui. Ouais, mais après lui qui voulait aller en MotoGP et tout, aujourd'hui, c'est compliqué. Les guides en MotoGP vont être signés d'ici 1 mois et demi, hein. Ouais. Donc il va falloir qu'il enchaîne 3 victoires de suite s'il veut être l'an prochain en MotoGP. Parlons du MotoGP du coup. Si vous le voulez bien. Avec le retour de Jorge Martin, qui était déclaré apte le jeudi matin. Oliveira, lui, il est toujours absent, il est encore remplacé par Augusto Fernandez. Et puis, on a un certain Valentino Rossi qui rôdait dans le paddock ce week-end. Et on va voir si ça a réussi à la VR46 ou pas. En Q1, c'est Ogura et Rins qui signent les 2 meilleurs chronos pour se qualifier pour la Q2. Et en Q2, nouvelle pole de Marc Marquez devant son frère, Alex, et Quartararo qui est 3e, Zarco 7e, Pecco 11e. Je rigole parce que t'as hésité quand t'as vu Quartararo 3e sur la... Non mais en plus j'avais... C'est vrai. Non, exactement. J'ai vu et Quartararo, mais il n'y a pas sa P là, c'est pas normal. Non mais voilà, belle qualif de Quarta. Ouais. Sur la sprint, on peut noter l'absence de Mir qui a eu une gastro, je crois, quelque chose comme ça, enfin qui a été méchamment malade. Alors on a peut-être pas les détails. Ça l'a empêché de tomber comme ça. Ça l'a empêché de voir DNF. Pas pour le dimanche du coup, mais victoire de Marc Marquez sur la sprint, suivi par Alex Marquez. Morbidelli complète le podium. Aldeguer fait une très belle 4e place.
Quartararo est 5e, Didja 6e, Ogura 7e, Bagnaia finit 8e. À noter la chute de Johan Zarco vers la fin de la course sprint. Qu'est-ce que je peux donner encore comme position? Jorge Martin 16e. Ouais, voilà, bon, pas terrible. On va passer du coup au résultat de la course. C'est Marc Marquez qui remporte la course du dimanche, une très très belle course, mais évidemment on va en reparler. Bagnaia complète le podium, Bagnaia est 2e. C'est Morbidelli qui complète le podium et Johan Zarco prend la médaille en chocolat, très belle médaille en chocolat pour le français, avec son plus beau résultat de la saison pour l'instant, et de Honda tout court d'ailleurs, on peut le dire. Aldegar est 5e, Alex Marquez 6e, Quarta 7e. À noter les chutes de Augusto Fernandez, Jorge Martin, Joan Mir, bon ça c'est pas une surprise, et Jack Miller. Il a pas chuté, Mir. Il a pas chuté, mais il est juste rentré. Il a abandonné. Il a abandonné. Enfin, il s'est fait rentrer dedans. Oui, il s'est fait rentrer dedans. Didja, ouais. Et après, il a abandonné. Il a senti qu'il était dernier, que oui, c'est vrai qu'il était pas en forme, rien du tout. Il a préféré une chute. Ouais, merci pour cette très bonne remarque. C'était la course précédente où il avait chuté. Puis celle d'avant aussi. Et puis la course précédente d'avant, oui. À force. Bon, j'ai l'impression d'être ChatGPT à chaque fois. L'année dernière aussi. Ah bah non. Au championnat, on a Marc Marquez qui est toujours en tête avec 123 points, suivi par son frère Alex. 106 points. Bagnaia complète le podium du championnat provisoire en tout cas. Morbidelli 4e. Zarco 6. Quartararo 8. Voilà. Et Martin dernier. Derrière Sophia Chantra quand même. Je suis méchant. Oui, puisqu'il a fait de moins de courses, c'est pour ça qu'il est juste derrière Chantra. Est-ce qu'on lance le débat Martin surcoté ou pas? On va lancer le débat Raoul Fernandez. Ah non, ouais, si vous voulez. Hein, comme vous voulez. En tout cas, on s'est pas ennuyé ce dimanche. Hein. Une très belle sprint et surtout la course du dimanche qui était vraiment pleine d'action et de rebondissements. À noter que, parce que je l'ai pas dit, parce qu'il apparaît pas en évidence au classement de la course, mais on a cru à un moment que Vinales avait fait podium. Et finalement, non, on va peut-être lancer le débat là-dessus, du coup, sur Vinales, sur les histoires de pression de pneus, et puis plus globalement peut-être sur KTM. Qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, oui, donc je répète, Vinales, on pensait qu'il avait fait podium, il avait fait quand même une très belle course. Et puis, on s'est finalement aperçu qu'il avait triché. Mais blague à part, est-ce qu'il n'y a pas un fond d'infos réel dans cette perf de la KTM et de Tech 3 même s'il a fait 2-3 erreurs, c'était quand même une course très intéressante pour lui. Est-ce qu'on peut tout mettre sur le dos de la sous-pression de ses pneus, ou il y a peut-être un mieux du côté de KTM? Qu'est-ce que vous en pensez? Beaucoup de questions là, pardon. Ouais, non, beaucoup de questions. Non, mais bon, Vinales, on est habitué. C'est un pilote qui est incroyablement rapide 2 à 3 fois dans l'année. On ne sait pas pourquoi. Lui-même ne sait pas pourquoi. Il surclasse tous les autres. C'est comme ça. L'année dernière, c'était Portimao avant d'avoir un problème technique et les USA. Et c'est le seul pilote sur l'année qui a été capable de rivaliser avec les Ducati. Cette année-là, c'était au Qatar. Je pense pas que les pressions de pneus ont joué beaucoup sur son résultat. Peut-être un petit peu, mais vraiment à chouïa. Donc maintenant, la règle, c'est la règle et on peut encore en débattre, mais là-dessus, je suis assez têtu. Qu'est-ce qu'il faut dire? Pour moi, il mérite d'être déclassé parce que c'est le règlement, mais il a encore une fois montré qu'en lui se cache un pilote exceptionnel. C'est juste qu'il est incapable de le mettre au service de lui-même et de son équipe toute l'année sur toutes les courses, quoi. Non, mais après, ce qui est intéressant quand même, c'est pour KTM, parce que depuis le début de saison, les KTM sont quand même assez loin, ont du mal, et là, on a vu au moins une KTM capable de rivaliser avec Marc Marquez. Enfin, pas avec n'importe qui, mais après, il met quand même 15 secondes aux autres KTM, alors oui, ok, pression de pneus un peu plus basse, tout ça. Enfin, c'est pas avec ça qu'il gagne 15 secondes par rapport aux autres. Hein. Non, on est d'accord. Donc, non, c'est quand même, pour moi, c'est super intéressant, c'est quand même pour KTM, c'est positif pour KTM, même s'il y a le déclassement derrière, parce qu'au moins, bon, ça peut remotiver un peu tout le monde, se dire, on n'est pas si mal que ça, et notre moto est quand même capable de battre des Ducati. Alors, pas toutes les Ducati, mais au moins battre les VR46, les Gresini, voilà, de pouvoir de temps en temps jouer quand même des top 5, réussir à faire un top 5 à la régulière. Donc, non, c'est quand même bien.
pour Vignales et aussi quand même pour Tech 3. Et par contre pour Binder Acosta, Binder cette année il est quand même un peu anonyme. Et Acosta, là, il finit, il se prend 12 secondes, 13 secondes à la régulière quand même par Vignales. Donc là aussi, Acosta qu'on attendait vraiment plus rapide et faire de lance de KTM. Pour le moment, c'est pas trop le cas. Ouais, compliqué pour KTM, surtout. Je m'en rappelle à la pré-saison, on avait parlé de Binder. D'ailleurs, on s'était marré en parlant de Binder parce qu'on se rendait compte qu'en fait, il faisait top 5 au championnat sans vraiment faire de vagues finalement, sans gagner des courses incroyables, en tout cas l'année dernière. Et là, en début de saison, c'est beaucoup plus compliqué pour lui, effectivement. C'est beaucoup plus compliqué pour toutes les KTM. Globalement sur ce début de saison 2025. Tu l'as dit, Acosta aussi, il est un peu en dessous des attentes quand même. Voilà. Pierre, tu voulais rajouter peut-être quelque chose sur KTM ? Non, mais je trouve que, ils l'ont dit, la plupart des pilotes, Acosta, Binder, l'ont dit ce week-end, ils avaient beaucoup de problèmes de vibration sur la moto et ils n'ont pas su le résoudre. Et même Vignales, il s'en est plaint lors de la sprint. Et le dimanche, il disait qu'il n'avait plus le problème. Donc, est-ce que c'est lié à la pression de pneus ? Peut-être. Le fait est que ils se cherchent encore et ils ont un petit problème de réglage. Ça me fait penser que Ducati sur la GP24 l'année dernière, sur les 3 ou 4 premières courses, ils avaient aussi beaucoup de problèmes de chattering et qu'ils ont réussi à résoudre. Et je pense que KTM en est là. La moto, à part ça, va plutôt vite. Mais faut qu'ils trouvent la solution chez KTM. Ouais, en plus, un Bastianini aussi quand même un peu aussi anonyme. Et un Bastianini, lui aussi, c'est qu'il part toujours loin. On parlait tout à l'heure d'Honshu, mais c'est un peu la même chose. Il part toujours 16e, 17e. Alors ouais, super, les 5 derniers tours, il nous fait une belle remontée, il nous passe 4 pilotes. Mais bon, il était 15e, donc il finit 11e. C'est dommage pour lui. Et pareil, un Binder, il a du mal à passer en Q2. Et aujourd'hui, quand même, et on peut parler pour toutes les équipes, quasiment tous les pilotes, si tu pars au-delà de la 12e place, même de la 10e place, ta course quand même elle est pas facile. Ouais, faut s'appeler Marc Marquez ou Pecco Bagnaia. C'est ça. Très belle transition, merci beaucoup Pierre. Je t'en prie. À côté du Ducati, on a trouvé un Marc Marquez patient, calme, globalement impérial sur cette course, sur ce week-end même globalement. Moi j'avais noté qu'il avait signé le record du tour en course à 3 tours de l'arrivée, c'est un peu insolent quand même. Même si évidemment en début de course ça avait un peu bagarré, donc c'était pas là que tu pouvais claquer un chrono, mais pour encore une victoire tout en maîtrise de Marquez. Il a évidemment profité de l'erreur de Vignales, sans parler de la question de la pression des pneus, mais moi c'est vraiment sa patience qui m'a marqué sur cette course. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, en fait, il a été encore une fois, il a encore montré cette année, il a été stratège. Il a laissé les autres faire leur course. Il l'a dit d'ailleurs en interview d'après-course. Il a vu Morbidelli partir et il savait que Morbidelli ne pourrait jamais tenir ce rythme sur toute la course avec son pneu arrière. Donc ça lui a pas posé de questions. Et quand il a vu Pecco le doubler, il s'est dit c'est bon. Je l'attendais entre guillemets, donc maintenant je peux accélérer. Et puis voilà, donc t'as tout dit. Il est très fort déjà sur la piste, mais en plus il pilote avec son cerveau, donc rien à dire. En plus il se fait percuter par son frère en début de course qui lui casse une partie de son aileron arrière, donc ça aurait pu le perturber, mais non, il s'en est très très bien sorti. Comme quoi on peut rouler sans aileron arrière. Ah bah oui, on a vu aussi avec Gian Antonio qui roulait plus vite avec la moto, il manquait des bouts. Alex Marquez pareil, il lui manquait une partie, je l'ai pas empêché de remonter aussi, donc ouais non c'est sûr. Mais pour Marc, non, mais en fait ça prouve une seule chose, il est tout simplement au-dessus du lot. Lui il peut réfléchir en course, comment il peut mettre une stratégie en place, parce qu'en fait il maîtrise bien sa moto, il maîtrise les autres adversaires. Voilà, en fait, il sait tout simplement que il fait un peu ce qu'il veut. Et pour moi, on retrouve un peu le Marquez un peu des grandes années où quand vraiment on avait l'impression qu'il jouait aussi avec les autres, que ce soit en 2019 ou même les années 2017-2018. Quand il veut gagner, il gagne. Alors de temps en temps, là en 2017-2018, il avait comme Dovizioso galéré face à Dovi, mais là en fait pour le moment, sur les 4 premières courses de la saison,
bah Marquez il est au-dessus du lot. Ouais, sauf quand il tombe par terre. Mais oui, mais même là, en fait, il était en tête. Toi, c'est même pas comme s'il tombe, c'est pas. Et contrairement à l'année dernière où quand même on sentait qu'il était agressif pour doubler tout ça, là en fait non, là il a pas fait encore de folie en course cette année. Ce qui quand même. Non, il double principalement au freinage d'ailleurs, donc c'est les endroits les plus safe pour le faire, non? Ce qu'on voyait plus depuis un peu depuis son retour là, depuis son retour de blessure donc 2021-2022. À chaque fois, quand même Marquez, il était quand même plus dangereux qu'autre chose certaines fois que cette année pour le moment. Bon bah ouais, il chute à Austin, mais bon, sinon en fait pas grand monde peut réussir à se battre avec lui. D'ailleurs, ça me fait penser, je vais digresser un peu et revenir un peu sur KTM et Viñales. Vas-y. On dit que là, Marquez, il est tellement fort qu'il a le temps de réfléchir en course, donc c'est ce qu'il avait fait en Thaïlande. Il avait un voyant sur son tableau de bord qui disait que sa pression n'était pas bonne, il avait laissé passer son frère, il avait compté le nombre de tours, bref. Et il avait repassé quand il fallait. Là, la question était posée à Maverick Viñales en conférence de presse après course. Est-ce que vous n'avez pas été averti sur le tableau de bord que vous aviez la pression trop basse? Maverick a dit... Non, mais j'étais en train de rouler à fond pour essayer de gagner cette course. Je n'ai pas regardé mon tableau de bord. Donc, je comprends en fait. C'est clair. Donc voilà, Marquez, c'était pour dire que s'il avait le temps de faire tous ses calculs dans sa tête et de s'inquiéter de son voyant, c'est qu'il il a un truc en plus cette saison. Ouais, c'est fou. C'est-à-dire que même Viñales, qui est quand même pas un peintre, ne regarde pas son tableau de bord pour la course. C'est presque rassurant pour nous quand même. Tout à fait. Pecco, très bon résultat. Sur la course en tout cas, il était parti 11e et il a fait une belle remontada sur le dimanche. Après la sprint était un peu plus compliquée, mais il y a quand même de bonnes choses de son côté aussi, évidemment. Oui, je retiens quand même qu'il a fini toutes ses courses depuis le début de l'année, même la sprint, il repart avec des points, il finit 8e. Donc c'est pas négligeable. Après, en arrivant, on avait sur ce week-end du Qatar, on avait plus d'attentes qu'une 8e position et une 2e place, c'est sûr. Maintenant, dès la qualif, on s'est dit, OK, il faut revoir les objectifs. Et moi, je pense qu'il s'en sort bien, finalement. Il a fait une belle course le dimanche, il s'est pas affolé. Il a toujours un problème en sprint. Avec lui, il dit que c'est le réservoir qui lui convient moins et qu'il doit travailler dessus. Je sais pas si c'est ça, mais c'est quelque chose qu'il doit régler parce que c'est là où il perd les plus gros points aujourd'hui. Ouais, bah il fait une grosse erreur quand même en qualif. Hein. Ouais. Ça le fait partir 11e. Et comme je disais tout à l'heure, quand même, aujourd'hui en MotoGP, quand tu pars au milieu de paquet comme ça, alors bon, faut faire un très bon départ et un bon premier virage, on va dire. Mais là, Bagnaia, il était quoi? Il devait être 6e ou 7e, je crois, dans le premier tour, ce qui est déjà un bon départ. Mais derrière, faut quand même réussir un peu à doubler. Enfin, tu risques aussi de chuter, d'être accroché. Enfin, tu peux avoir plein de petits problèmes. Donc là, oui, son week-end, j'ai envie de dire, il se joue quand même le samedi en qualif. Maintenant, en course, il termine 2e. Et au final, par rapport à Marc Marquez, il n'est pas non plus si loin que ça en termes de chrono. Il termine à 4 secondes de Marc Marquez. Alors oui, 4 secondes, ça peut paraître beaucoup, surtout avec un Marquez qui aurait peut-être pu rouler plus vite. Mais au final, par rapport à tous les autres pilotes, bah il est devant quand même. Donc c'est tout simplement que Marquez est au-dessus. Et Bagnaia, c'est pas, on va entendre Bagnaia, il tient pas la pression face à Marquez. Bah non, Bagnaia en fait, il fait ce qu'il nous faisait les années précédentes. Il est devant, sauf qu'aujourd'hui, bah t'as un Marquez qui est meilleur. Oui, et puis ça sert à rien de se bouffer les tripes, surtout qu'on est qu'encore qu'au début du championnat, et s'il commence à stresser dès la 4e, ce qui est absolument pas le cas, et je suis complètement d'accord avec toi Thibaut sur le fait d'être en désaccord avec ceux qui disent que Bagnaia ne tient pas la pression. Au contraire, je trouve qu'il maîtrise très bien son début de saison. Il a pas pour l'instant la vitesse pour gagner les courses, mais il est là, il est encore dans le top 3 du championnat, juste derrière Alex Marquez, donc ça peut aller très vite, hein. Ça peut aller très vite. Et puis au fond, si à la fin de la saison Marquez est titré et Pecco est 2e ou l'inverse, est-ce que c'est de toute façon il n'y a qu'une seule première place, j'ai envie de dire. C'est clair. Donc les deux sont attendus sur le titre. Et quel que soit l'ordre final, aujourd'hui Marquez est au-dessus bien entendu, bah, de toute façon 1 et 2 au classement général, ça sera une satisfaction pour l'équipe et pour Ducati. On pourrait pas avoir 2 pilotes premiers. Aujourd'hui la seule critique qu'on pourrait avoir sur Bagnaia, c'est qu'il est derrière Alex Marquez. Mais bon, Alex Marquez, ok, il nous a fait
3 courses où il termine deuxième, enfin même 7 courses sur 8 où il termine deuxième, honnêtement, on connaît Alex Marquez, il y a quand même peu de chances qu'il tienne comme ça pendant toute la saison. Et un Bagnaia, aujourd'hui, il a 9 points de Marquez, d'Alex Marquez. Donc il est pas loin. Ça serait pas surprenant à Jerez, après Jerez, qui est en plus un circuit où Bagnaia est quand même assez vite, que Bagnaia se retrouve deuxième du championnat et qu'on le retrouve deuxième du championnat en fin de saison. Et même si au final il y aura peut-être un gros écart en fin de saison avec un Marc Marquez, bah il y a quand même une très grande chance qu'il termine deuxième du championnat. Ouais, et pour rebondir sur Alex Marquez, il a essayé de mettre en place une stratégie ce week-end envers son frère, de l'attaquer très tôt, parce qu'il sait qu'une fois que Marc est parti devant, c'est compliqué. Et les 2 fois, donc en sprint, il lui colle ses carénages dessus, c'est réglo. Mais au GP, c'est là, au premier virage du premier tour, qui se foire un peu au freinage et qu'il l'accroche, même si Marc dira que c'était un peu sa faute. Bon, c'est gentil, mais moi, c'est pas ce que j'ai vu. Et Alex Marquez, derrière, il va harponner Digia et se prendre un long lap. Donc je l'ai senti un peu plus fébrile, j'ai envie de dire. Ou en tout cas, il s'est dit, il faut que je sois plus agressif. Et du coup, ça lui a joué des tours. Ouais, bah après, il a fait 7 fois deuxième derrière son frère. Au bout d'un moment, il va croire à la victoire. Alors qu'en fait, peut-être que Marc aussi joue malgré tout avec lui. Comme on disait tout à l'heure, Marc, il est au-dessus. Bon là, ok, c'est Alex qui est deuxième. Mais c'est vrai que quand t'es toujours deuxième, tu te dis, attends, je suis pas si loin que ça. Peut-être que je peux le faire. Et c'est là où il peut faire des erreurs. Et c'est là où on voit en fait un bon pilote par rapport à un excellent pilote. L'excellent pilote, il fera jamais d'erreur. Et hier, Alex fait sa première erreur de la saison. Bon, après, c'est pas très grave, hein. Il fait une boulette, il a un long lap penalty, il se retrouve 13e, 14e, il remonte jusqu'en 6e position. Ce qui est quand même bien, parce que l'année dernière ou les années précédentes, Alex Marquez terminait 6e d'une course. Pour lui, c'était déjà très bien. C'était déjà une perf. Et sur la fin de course, il est dans les temps de Bagnaia, hein. Donc vraiment, s'il fait pas son erreur, effectivement, il est probablement sur le podium. Ah oui. Avec des sillons, mais pareil en... Non, mais je pense qu'on aurait pu voir une belle baston avec un Bagnaia, par exemple. Ouais, exactement, c'est clair. Encore, il y a un autre truc que Alex Marquez nous a montré, c'est que une motoborne, ça marche, hein. Ouais. Digia, lui, il s'est vengé de la touchette avec Alex Marquez sur Mir. Et l'image est saisissante, mais on a l'impression qu'il tape sur Jorge Martin aussi juste après la chute de ce dernier. J'ai vu ça aussi tout à l'heure, il y a pas très longtemps sur le ralenti. Je me suis dit, mais en fait, c'est pour ça que Martin a mal, c'est que il le percute. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a l'impression de voir. Je sais pas ce que oui, vous avez vu la même chose, vous. Ouais, on a l'impression. Enfin, moi, dès le premier ralenti, de voir Mir à genoux, je me suis dit bon, c'est déjà pas trop mal parce que on a l'impression qu'il tape en fait dans le cou de Martin, dans le haut du dos ou le cou, le casque. Ça aurait pu faire une Simoncelli. Donc bon, voilà, Jorge Martin, au final, il s'en sort mal, mais il s'en sort pas si mal que ça, quoi, parce que ça aurait pu vraiment être dramatique. Je crois qu'il y a un pneumothorax, ouais. Donc c'est un hématome au poumon et 11 fractures des côtes ou des trucs comme ça. Et c'est vrai, on peut se demander, même là, les 11 fractures des côtes vertèbres, pourquoi? Parce qu'en fait, bon, ok, Digia semble touché, mais ça tape pas, c'est pas comme s'il lui roule dessus, on va dire, ou il passe sur lui. Donc c'est vrai que... Et puis la chute... c'est un virage où... ouais, les motos sont à plus de 150 km/h, là, ouais, mais 200 kilos... Mais après, voilà, mais c'est pas... Digia, en fait, on a pas vraiment l'impression qu'il tape qu'il touche vraiment fort. Ouais, on a vraiment l'impression qu'il l'effleure, mais bon, ça doit pas être que ça. C'est... Ouais. Ouais, on attendait beaucoup Digia sur cette course, malheureusement Alex Marquez lui gâche sa course entre guillemets. D'ailleurs, ça peut paraître un peu léger du coup, un long lap pour ça, et malheureusement derrière Digia se retrouve derrière Martin, il se passe ce qui se passe, et il était pas bien à la fin de la course, hein. Digia, il s'est dirigé directement dans le box Aprilia pour prendre des nouvelles. Dur pour lui. J'enchaîne avec avec la direction de course. Non? Oui, si. Pourquoi pas de drapeau rouge? J'ai pas compris. Ouais, c'est clair. On a vu, ils ont quasiment bouclé 2 tours avec les médecins sur la piste. Je comprends pas.
le drapeau jaune, c'était pas suffisant pour moi. C'est sûrement un complot de Marquez. Non, mais je crois que c'était Viñales en tête. En plus, Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'il voulait pas arrêter la course sur une victoire de Viñales. Ouais, en fait, des fois avec le MotoGP, tu te dis dans une autre catégorie, on aurait peut-être eu un drapeau rouge. Mais là, le MotoGP, par rapport, on peut se demander si des fois par rapport aux télé, par rapport à tout ça, on veut pas arrêter la course. Parce que derrière, tu perds 20 minutes, faut revenir tout le monde dans les stands, refaire un départ, tu refais un départ, une course peut-être qui te tiendrait que 5 tours. Ou tu arrêterais la course si t'as déjà 2/3 de la course de passer, et des fois tu te demandes, parce que là, Martin il était vraiment pas loin, il était mal placé quand même. Hein. Tu crois vraiment que ça rentre en ligne de compte? Moi je pense que c'est surtout des nulos quoi. Je pense pas qu'ils se disent, oh là là, si on fait drapeau rouge maintenant. Non, après je pense que s'il y a vraiment un problème, les drapeaux rouges on les voit, mais là ils se sont dit non mais c'est bon ça va le faire. Après t'as aussi le coup que Martin il s'est relevé, après il était un peu à genoux. Tu te dis c'est bon, ils vont le mettre au moins, il va pouvoir repartir au pire sur une civière. Maintenant, c'est vrai que les commissaires, peut-être que Martin pouvait plus bouger et tout ça, donc là ils ont quand même pas pris le risque. Hein. C'est pas après. À vitesse réelle, tu vois pas que DJ touche Martin. Non, c'est sûr. En plus. Et donc, puis après, comme je te dis, tu vois Martin, il se relève. Après, il se met à genoux. Tu te dis bon, il a dû se refaire mal à la main ou peut-être un peu le coup comme ça, le choc, mais il va surtout pouvoir... qu'il revient déjà de blessure en plus, donc il y a un contexte qui fait que... Tu te dis, c'est bon, il va pouvoir se relever, ou au moins on le met sur la civière, on l'évacue rapidement. Ouais. Et après, peut-être qu'aussi, il leur a dit qu'il avait mal à la tête, qu'il avait mal partout, et là, ils ont pas voulu prendre de risques, en le mettant tout de suite sur la civière pour le dégager tout de suite. Et donc après, c'est quand même pas facile, hein, pour la direction de course aussi. Nous, on regarde ça dans notre canapé. Ils doivent prendre des décisions très rapides. Et si tu mets un drapeau rouge et au final 15 secondes après, Martin il est debout et il marche tranquillement pour repartir, on critiquerait la direction de course. Donc c'est pas facile pour eux. Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense, Pierre? Non, c'est vrai, mais moi ça m'a un peu choqué dans le sens safety first, hein, j'ai envie de dire. Mais après, effectivement, on connaît pas quelles infos la direction de course obtient des commissaires de course sur place, parce que c'est quand même eux qui doivent, avec les médecins, établir la situation et remonter l'info. Donc, à voir. Juste pour conclure sur Ducati, le deuxième homme fort du week-end de Ducati, c'était pas après Marc Marquez, c'était Franco Morbidelli quand même, avec 2 P3. Chapeau. Oui. Il est revenu de très loin. L'année dernière, je l'ai beaucoup soutenu parce que des personnes pensaient qu'il n'était plus assez bon pour le MotoGP, et aujourd'hui, voilà. Oh, ça fait plaisir. Moi, ça me fait vachement plaisir. Je sais pas comment dire autrement. Voilà. Merci, c'est tout pour nous. Non, vraiment, c'est cool de le revoir à ce niveau-là, d'avoir l'impression qu'il prend du plaisir sur sa moto. C'est vraiment chouette, ouais, pourvu que ça dure. Clairement. Puis alors, les réitals, ils doivent être dingues aussi. On a quand même 3 Italiens dans le top 5 du championnat, là, c'est pas mal. Sans Bezzecchi, désolé. Tiens, on peut parler d'Aprilia et de Bezzecchi. Ouais, allons-y. Très bon enchaînement. Non, Bezzecchi, pour Aprilia, Bezzecchi, encore très moyen. Vraiment, il termine 9ème. En fait, il termine dans le gros groupe, avec Acosta, Quartararo, Marini, Bastianini, Binder, tout ça. Un peu anonyme encore, cette course-là. C'est compliqué pour Aprilia aussi, on parlait de KTM tout à l'heure, mais... Ouais, voilà, en fait... Aprilia est un peu dans la même situation sur ce début de saison. Et puis Aprilia, t'as Jorge Martin, on l'a dit, hein, qui revient, il se blesse. En course sprint, on a quand même vu, mais pendant les essais, il était quand même assez loin. Maintenant, il revenait, on va dire, de blessure, donc il n'était pas non plus largué à 5 secondes. Hein. Mais c'est vrai, certains vont demander est-ce qu'il n'est pas revenu trop vite, tout ça. C'est difficile à dire, mais oui, non, c'est sûr que c'est difficile pour Aprilia. En fait, ils sont obligés de compter sur Ayogura et Bezzecchi, mais on peut pas non plus trop leur en demander sur une nouvelle moto pour eux. C'était quand même risqué pour Aprilia dès le début de saison, hein, avec 3 nouveaux pilotes sur l'Aprilia, et puis Raúl Fernandez, où on se demande toujours ce qu'il fait là, mais... C'est bon. Ouais.
Non, mais sur le bilan Aprilia, Anna Ogura, quand même, qui est l'homme fort de Aprilia en début de saison. Martin, moi, je suis pas d'accord pour dire qu'il est revenu trop tôt, puisqu'il était capable de faire ses courses. C'est juste que là, il y a une combinaison de malchance. Je suis pas sûr qu'il tombe à cause de sa blessure d'il y a 2 mois, peut-être. C'est la fatigue plus la douleur qui fait qu'il fait une mauvaise manip et qu'il tombe. Non, mais il fallait bien qu'il se remette à rouler un peu, parce que si tu repousses un peu trop après pour... Ah oui, il a pas le droit de faire d'essai sur sa MotoGP. Je sais de quoi je parle, hein. J'ai roulé en MotoGP pendant 15 ans. Non, mais voilà, du coup, Martin, je pense pas que c'était trop tôt, c'est juste une combinaison de malchance et voilà, mais Rolf Fernandez est clairement, je pense sur sa dernière année de contrat, là, je vois pas du tout. Là, on peut pas le sauver, là. Sortir. Et Bezzecchi en apprentissage, j'ai envie de dire décevant, oui. Mais il bénéficie encore pour moi de la clémence d'un pilote qui apprend une nouvelle machine, on va dire. Non, il fait top 10, il est 7ème au championnat, c'est pas complètement... Oui. En fait, là où c'est décevant, c'est que dès la Thaïlande, il était rapide. Donc on s'est dit waouh. Oui. Et je me rappelle après le premier épisode là sur la Thaïlande, on parlait de l'Argentine pour le 2e Grand Prix et je le mettais dans mes favoris en fait pour la victoire. Et c'est ça en fait, c'est que tout de suite il a été très bien en Thaïlande. Et au final, il fait moins bien les courses suivantes, donc on est déçu en fait. Mais comme tu dis, il est 7ème du championnat. Après, il est 7ème parce qu'il finit les courses dans les points, dans le top 10 régulièrement, mais je trouve qu'il est un peu loin en termes de chrono des 5 premiers en permanence. Là, il termine 15 secondes. C'est quand même loin, quoi. Mais voilà, c'est pas inquiétant. Non, c'est clairement pas inquiétant. En revanche, chez Honda, il y a un peu plus d'inquiétude à avoir. On va pas à côté Johann Zarco, qui nous a fait encore une excellente course, mais j'essaie de trouver un enchaînement avec ce qui craint. Ce qui est pas très compliqué à trouver chez Honda, ce qui craint. Mais Mir, c'est compliqué. Marini, c'est compliqué. Chantra, c'est compliqué aussi. Il est là, lui. Il roule. Il est devant Martin au classement du championnat. Hein. Non, mais je te trouve dur par contre sur Marini parce que alors ok, c'est vrai, Zarco il est meilleur Honda cette saison. Là en plus il fait un bon début de course, donc ça lui permet de se placer tout de suite dans le top 5, top 6. Mais un Marini souvent il part quand même plus loin. Et au final, que ce soit Marini ou même Mir quand il roule et qu'il est pas par terre, ils sont en fait dans le gros groupe. Ils se bagarrent un peu, comme on dit, avec Bezzecchi. Avec les Bastianini, avec les Binder, des fois avec Acosta, souvent avec Quartararo, Rins, avec Ogura, avec Viñales. Donc en fait, on a un très gros groupe. Si on enlève les Ducati, en fait, on a un championnat qui est super ouvert. Bon, les Ducati prennent toutes les places, mais c'est vrai que derrière, pourquoi tu veux enlever les Ducati, toi? Non, je vais vous laisser, messieurs. Non, mais tu vois là, on pourrait dire que c'est Zarco qui gagne le championnat hors Ducati, mais derrière, en fait, on a Zarco qui est vraiment devant, mais sinon, on a Quartararo, Acosta, Bezzecchi, Marini, Bastianini, Rins, Binder, ils se tiennent tous en 4 secondes. On a 6 pilotes en 4 secondes, donc en fait, on a un championnat, on a toutes les motos qui sont quand même assez, plus ou moins du même niveau. C'est assez, on en a pas qui sont complètement perdus, quoi. Les Honda par rapport à l'année dernière, franchement, ils sont bien, et notamment grâce à Zarco, hein. Mais Marini aussi, ou même Mir, ils sont un peu derrière Zarco, mais ils sont aux alentours de, Marini, il termine à quoi? Il termine à même pas 10 secondes de Zarco. Bon, ça paraît assez beaucoup, quand même, 10 secondes sur 20 tours, mais ça peut aller par rapport à ce qu'on avait l'an dernier. Où il était l'an dernier, où il était perdu complet l'an dernier. C'est ça. Je te rejoins. Marini, la saison dernière, il galérait à terminer dans les points. Là, cette saison, ça n'a rien à voir. La moto, elle a bien changé et on voit qu'il progresse. Donc, pour moi, il va continuer à progresser. Je sais pas s'il sera aussi fort que Zarco, mais voilà, il est à sa place aujourd'hui. Je suis très inquiet pour Mir et pour Chantra. Il est rookie et on va lui laisser le bénéfice du doute, hein, mais en plus il a pas la bonne moto. Chantra, ça aide pas. Moto de l'année dernière. Non, c'est clair. Mais Chantra, je veux pas être méchant, mais c'est un peu comme Augusto Fernandez, qui pourtant avait été champion du monde, ou un Rémi Gardner. Bon, ils sont là, ok, c'est bien, mais ils sont là pour 2 ans, pas plus. Après, franchement, qui est surpris de voir Chantra qui a du mal, un dernier, ou en tout cas dans les derniers à chaque course. Après, tu oublies que Chantra, il a l'avantage du passeport. Ouais, oui, non, mais je suis d'accord avec ça. Oui, mais bon, après, il est là, voilà.
il est là grâce à son passeport, lui, aussi, bon, aidé par Honda. Mais demain, t'as un japonais qui arrive. Alors, je sais pas trop qui, hein, mais, ou même Honda, Idemitsu décide de se désengager, ou t'as un gros sponsor qui arrive, peut-être que Chantra n'est plus là. Ouais, ça fait beaucoup d'hypothèses quand même. Tant mieux pour lui, hein. Ouais, tant mieux pour lui. Après, c'est compliqué. Enfin, il y a du niveau quand même devant. Hein. C'est clair. Après, bon, voilà, on dit ça, mais ils sont pas non plus complètement largués. Hein, à côté de ça, on a un Oliveira qui a beaucoup plus d'expérience en MotoGP et qui galère un peu aussi, hein, au-delà de sa blessure et de son absence là. Mais sur la fin de saison dernière, c'était compliqué, et sur le tout début de saison aussi, là, c'était quand même pas ça. Alors la saison est encore longue, mais il a moins de points que Augusto Fernandez. Ouais. Les deux ont fait 2 courses, en un il a 3 points, l'autre 2 points. Ouais, on voit que c'est dur. Hein. Miller aussi, on peut le mettre un peu dedans. Ah mais Miller, il nous a fait du Miller, quoi. Ouais. En fait, le dernier week-end là, il était super bon. Finalement, est-ce que Miller il s'est super bien adapté à la Yamaha, machin, tout ça. Ouais, super. Bon, bah, la course d'après, Miller nulle part et toujours par terre. Ce serait pas eux les gros nulos de la saison, finalement, Yamaha? C'est dur quand même. Moi, je pense toujours que moi, je pense toujours que c'est KTM. L'année dernière, c'était un des plus gros challengers de Ducati, et cette saison, ils ont recruté presque derrière les Honda, donc ils ont reculé. Donc non, Yamaha et Honda, ils progressent. Faut voir les pilotes aussi. Donc voilà, faut voir les pilotes, faut voir le tout. Aujourd'hui, le line-up KTM est quand même, pour moi, il est plus sympa que le line-up Yamaha, hein, sur le papier. C'est sûr. Parce que bon, Rins, aujourd'hui, un Rins, là, on parlera de Quartararo tout à l'heure, mais Rins, il est pas catastrophique au final sur cette course. Il termine à quoi, à 5 secondes même pas, à 4 secondes de Quartararo, donc, et à chaque fois on dit ouais, Rins, il est à la rue, tout ça. Bah, Rins, bon, bah non, il est pas non plus si mal que ça. Miller, bon, bah, il est par terre, là, on a Augusto Fernandez, qui quand même est en retrait, mais ça, on le savait. Oliveira, quand il est là, bon, bah, il est à moitié blessé. Rins aussi qui est blessé. Donc en fait, c'est Yamaha sur le papier, sur le nom des pilotes, l'expérience des pilotes, c'est sympa. Mais derrière, sur la forme du moment depuis 2 ans des 4 pilotes, bah t'as Quartararo qui tient la route, et le reste, les 3 autres sont quand même plus sur une pente descendante. Hein. Ouais, avançons, parlons de Quartararo, parce que effectivement, c'est quand même un week-end assez satisfaisant pour lui. Enfin, je trouve. Hein. Le résultat est peut-être pas celui escompté par rapport aux attentes qu'on a eues, surtout pendant les courses, mais c'est quand même assez encourageant. Et puis de le voir en Q2 et devoir faire un beau chrono en qualif, c'est aussi encourageant, je me répète, du coup. Ouais, bien sûr, la première ligne de Quartararo en qualif, c'est important. En sprint, il fait 5 à 4 secondes et demie. En Grand Prix, il a 12 secondes, presque 13 secondes de 7ème. C'est un bon week-end pour lui. Bien sûr que c'est décevant quand tu pars 3ème de faire 5 et 7. Bien sûr. N'empêche que c'est un de ses meilleurs week-ends cette saison. Et il faut qu'il capitalise dessus pour continuer à progresser. Bah, moi, j'ai trouvé que son week-end est vraiment positif, parce que, comme tu dis, 3ème en qualif, ça fait quasiment 3 ans qu'il avait pas fait de première ligne. Souvent, là, il a du mal à passer en Q2. Enfin, l'année dernière, il arrivait quasiment jamais à passer en Q2. Ok, là, il fait 7ème à 13 secondes. Mais honnêtement, après 3 tours, il se retrouve déjà 6ème, 7ème. Moi, je me dis, il va terminer 14ème. Et en fait, il se retrouve derrière, dans un groupe là, avec les Acosta, les Bezzecchi, Binder, tout ça, Ogura. Et il arrive à rester devant. Et même sur la fin de course, c'est lui qui est plus rapide que tous ses pilotes pour recreuser un petit écart. Parce qu'un Quartararo, quand même, depuis 1 an et demi, quand il se retrouve dans le paquet, il a quand même énormément de mal à doubler. Alors est-ce que c'est lui, est-ce que c'est la Yamaha? Bon, je pense quand même que c'est la Yamaha. Faut pas oublier ce qu'il a fait en Argentine, en Argentine, où il s'est retrouvé la dernière, quand Bezzecchi le percute au début, et derrière, en fait, il arrive pas à remonter. Il arrive pas à doubler les KTM, il arrive pas à doubler les pilotes, enfin, il galère à doubler. Et là, au final, il a réussi à rester devant les autres, et il termine 7ème. Et devant lui, qui est-ce qu'on a? Bah ouais, on a les Ducati. Aldeguer qui quand même fait encore un très bon week-end, un Alex Marquez qui était revenu, on va dire, de son long lap penalty, mais sinon on a que Zarco qui arrive à être meilleur que Quartararo une nouvelle fois. Hein, si on enlève les Ducati qui quand même faut reconnaître qu'ils sont au-dessus des autres machines.
Ouais, clairement. Donc non, puis au championnat, Quartararo, il est 8ème du championnat. Il a 30 points. Il a 2 points de Bezzecchi, il a 8 points de Zarco qui est 6ème. Donc là aussi, quand même, c'est sûr, ça fait loin par rapport à un Morbidelli qui a plus de 2 fois, qui a 2 fois plus, quasiment 3 fois plus de points que lui. Mais bon, on sait très bien que la Yamaha Yam, ouais. Ils vont pas se battre avec les Ducati, faut savoir d'où on part, et puis oui, c'est comme ça. Bah merci, ce sera le mot de la fin. Une petite stat pour la fin. Allez. Je sais pas si on l'avait dit, 65e victoire de Marc Marquez en MotoGP, donc il égale le record de podium de Lorenzo en catégorie Rennes, soit 114 podiums. Je crois qu'il y a que Rossi avec 199 podiums qui est devant, et il égale aussi le record de Pedrosa en mondial de podium, donc 153 podiums au total, toutes catégories confondues. Il marque encore un peu plus l'histoire. Marc. Bon bah dans le prochain Grand Prix, il passe Lorenzo au Pedrosa, c'est ça? On lui souhaite. Il y a des chances. Surtout que ce sera à Jerez du coup dans 15 jours, du 25 au 27 avril pour le prochain Grand Prix. Donc ça va potentiellement sourire à Marc Marquez. Merci messieurs, c'était un plaisir. Merci. Vous pouvez évidemment nous retrouver d'ici le prochain Grand Prix sur Twitter et Discord pour parler de moto. À très bientôt, ciao. Ciao. Salut.